Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire Likebot sur lequel aujourd'hui nous allons traiter des compétences et expertises et ressources qui sont nécessaires pour lancer son projet de chatbot. Je suis Rémi Grattarola, je suis le cofondateur de Likebot, notamment en charge des équipes projets qui accompagnent nos clients dans la mise en place de leur projet de chatbot. Désolé pour ma coupe de cheveux, pour ceux qui peuvent le voir, hein. Le confinement oblige et j'ai pas encore pris le temps de retourner chez mon coiffeur. Dans l'idée aujourd'hui, l'idée c'est de vous expliquer un petit peu plus en détail notre retour d'expérience sur nos projets de chatbot et notamment certains biais que nous avons pu voir chez nos clients, notamment sur les premières phases d'identification des problématiques et la façon dont on construit son chatbot dès les premières phases et l'appel aux expertises en interne qui sont utiles à la mise en place de ce chatbot. Donc, ce que l'on a souvent vu chez nos clients, c'est qu'on part traditionnellement sur l'identification d'un sujet ou d'une problématique que l'on souhaite adresser via son chatbot. Et on se concentre assez rapidement sur la technologie que l'on souhaite utiliser pour la mise en place de son chatbot et on le construit sur cette base de la technologie. On est content, on a trouvé son sujet, on a trouvé sa techno, on construit son chatbot. Malheureusement, souvent, chez certains de nos clients, ce qui n'avait pas été anticipé, c'était le fait que l'on ne faisait pas suffisamment appel aux expertises métiers et techniques présentes au sein de l'entreprise qui auraient pu être très très utiles sur ces phases de co-conception afin d'anticiper le meilleur démarrage possible de leur projet. Si on prend un petit peu de recul, le périmètre de votre projet, c'est un critère clé et ça doit remplir deux objectifs principaux. À la fois pour les utilisateurs, bien évidemment, c'est d'apporter un nouveau service, que l'on soit sur un chatbot avant-vente pour aider les utilisateurs, par exemple visiteurs de votre site internet, pour trouver facilement le produit ou l'offre qui correspond à leurs attentes, ou sur des chatbots qui sont là pour répondre à des problématiques d'après-vente, qu'ils soient sur de la réponse à des questions de niveau 0, niveau 1, ou faciliter le traitement des questions pour faciliter la reprise en main par ensuite les équipes du service client. Mais le deuxième objectif en interne, c'est également d'apporter un service aux équipes, diminuer le temps de traitement, par exemple, comme on venait de le dire sur la problématique du service client, mais également d'entraîner les équipes à travailler avec un chatbot et de lever des éventuels doutes ou défiances vis-à-vis de ce chatbot. On apporte une nouvelle solution automatisée que l'on intègre à un process interne. L'automatisation peut parfois être vue comme le grand méchant loup qui va réduire les équipes et réduire le nombre de ressources disponibles à terme. Ce n'est en général pas l'idée. Les questions clés, du coup, pour identifier les bonnes expertises au lancement de votre chatbot, la première, c'est la question de base, le niveau 0. Quel est le service qui va être apporté aux utilisateurs? Qui s'occupe de ces services aujourd'hui? On a parfois des projets qui sont portés par les services innovation des entreprises et qui n'ont pas mis dans la boucle les services clients, les services marketing, les services avant-vente qui auraient été utiles pour la constitution d'un chatbot. Quelles seront les données collectées par mon chatbot? Comment est-ce que je les collecte? Comment est-ce que je les traite ensuite? Et quel est l'environnement technologique dans lequel ce chatbot va s'insérer? Afin de vous illustrer un petit peu la dualité expertise métier, expertise technique qui sont nécessaires à la constitution de ce chatbot, on va s'intéresser à deux exemples qui vous montrent bien l'impact que ça peut avoir dans les process internes. Et puis, on va faire un petit focus sur l'intelligence artificielle, ou en tout cas le machine learning, qui est utilisé souvent dans votre chatbot, et les ressources et les expertises qui sont nécessaires à l'utilisation de ces features actuellement. Si on prend l'exemple d'un chatbot avant-vente, imaginons un chatbot qui va récupérer des informations. On va prendre un exemple simple. On est dans le cadre d'une agence immobilière. On a des gens qui arrivent sur
sur le chatbot qui demande, bah oui, voilà, j'ai un bien, je souhaite le mettre en location, mon bien est situé à Lyon. Le chatbot va collecter ces informations-là et à la fin de la collecte de ces informations, va faire remonter ces informations aux services commerciaux qui vont reprendre la main et recontacter du coup la personne qui a interagi avec le chatbot. Deux questions derrière ça. La première, vers qui cette information va remonter en fonction des critères. Si on est sur un bien qui est à Lyon, ça ne sert à rien que la demande remonte à Paris, bien évidemment. Et par quel canal? Quel est le canal qui est le plus adapté en fonction des process internes qui sont utilisés aujourd'hui par les équipes? Ces canaux-là, ça peut être du mail classique, lorsqu'on a très peu de solutions déployées en interne. Ça peut être une solution de CRM qui va créer un prospect automatiquement et sur lequel que les équipes vont pouvoir traiter par la suite. Ou alors simplement de l'insertion de base de données sur lequel il va y avoir un traitement manuel effectué derrière. Donc, juste sur cet exemple qui est tout simple, c'est de la préqualification ou de l'avant-vente de visiteurs de votre site internet ou de vos réseaux sociaux. Cette information-là doit remonter aux équipes métiers, expertes, qui doivent reprendre la main sur la conversation. Et du coup, il faut identifier le bon expert et le bon canal par lequel cette information remonte. Un second exemple, c'est l'exemple du chatbot après-vente. Imaginons un chatbot après-vente, on a un certain nombre de questions qui sont posées à travers le chatbot et à la fin, l'utilisateur du chatbot souhaite converser avec un conseiller humain. Il l'exprime de façon naturelle, c'est l'exemple que vous avez à gauche de l'écran. Je voudrais parler à quelqu'un, très bien, le chatbot se met en retrait, prévient l'utilisateur qui va être mis en relation avec un conseiller humain, et du coup, il faut savoir alerter les équipes en charge de la relation digitale, ou en tout cas les équipes qui vont devoir reprendre en main la conversation, via le canal qui est le plus adapté. S'il n'y a pas, bien évidemment, de solution mise en place, on part sur un mail classique qui va reprendre le transcript de la conversation, etc. Mais si on a un outil de gestion de la relation digitale, Tiamo, Diabolocom, Ringengage, ce genre de choses, on a la possibilité du coup que ce chatbot interagisse directement avec cette solution et transfère l'information pour que les équipes reprennent la main directement vers la conversation, sur la conversation. Donc, dans cette logique-là, une nouvelle fois, on a bien une dualité entre un process interne qui est utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire que sans chatbot, les conseillers conversent directement via des plateformes de live chat, via les réseaux sociaux, avec les visiteurs du site internet ou les visiteurs des pages sur les réseaux sociaux, mais également un aspect technique qui nécessite une interconnexion avec les différents outils qui sont utilisés en interne aujourd'hui pour converser avec ces utilisateurs de vos canaux actuels. Si l'on part sur tout ce qui va être problématique d'intelligence artificielle et de machine learning, on va faire un rappel rapide. Lorsqu'un message rentre dans un chatbot, en gros, si on caricature, deux manières de reconnaître la volonté de l'utilisateur dans ce message. Le premier, le plus simple, le plus classique, c'est de la reconnaissance de mots-clés dans le message que l'utilisateur va envoyer. Si on prend l'exemple de gauche, l'utilisateur arrive, dit qu'il aimerait des informations sur les offres d'assurance. On a identifié que le mot information et assurance sont dans le message. Il y a une base de mots-clés qui est configurée derrière. On l'emmène vers le contenu assurance directement. Le deuxième, ce sont des intentions qui sont entraînées sur la base de machine learning. C'est cette fameuse intelligence artificielle que l'on utilise dans les chatbots. Alors, comment ça marche, les intentions? Une intention bien entraînée a toujours de meilleurs résultats en détection que des bases de mots-clés. Mais cela nécessite un travail important et des expertises très haut niveau pour arriver à ces fins. Très rapidement, comment ça se passe le machine learning? On construit un dataset. Donc un dataset, c'est un jeu de données. Les données, dans ce cas-là, ce sont des messages qui sont en lien avec l'intention que l'on souhaite détecter.
L'exemple, ici, imaginons que l'on souhaite entraîner une intention sur une perte de carte bleue. On va donner, du coup, à nos algorithmes des exemples positifs. Typiquement, une phrase « j'ai perdu ma carte bleue ». On sait que c'est un exemple positif pour l'intention perte de carte bleue. Et des exemples négatifs. Je veux commander des pizzas. Pas grand-chose comme rapport avec la perte de carte bleue. J'aimerais augmenter mon plafond de CB. Auriez-vous des étuis pour les cartes bleues? J'ai peur de la perdre, etc. Qui sont des exemples également qui traitent du sujet carte bleue, mais qui ne traitent pas de la perte carte bleue. On va utiliser une partie de ces données taguées, donc annotées. On a bien dit j'ai perdu ma carte bleue est en lien avec le sujet perte carte bleue, pour créer un premier modèle statistique. Et ce modèle statistique-là, on va l'entraîner sur les données que l'on n'a pas utilisées pour l'entraînement. Et on va itérer, entre les étapes 2 et 3 jusqu'à atteindre une précision qui est supérieure à une base de mots-clés. Donc, ce que cela nécessite, d'une, des expertises derrière, qu'on va détailler par la suite, et de deux, du travail. C'est-à-dire qu'il faut récupérer un jeu de données qui soit important, des phrases qui sont importantes, et qui doivent être annotées par des humains qui vont bien lire chacune des phrases ou chacun des messages pour dire j'ai une perte, ce message-là traite de la perte de carte bleue, celui-là non, celui-là oui, celui-là non, etc. Pour arriver à avoir des intentions qui soient suffisamment bien entraînées et qui soient plus performantes que des bases de mots-clés, il y a 3 ressources principales qui sont nécessaires. Premier, des data scientists. Ce sont eux qui vont entraîner les modèles, qui vont les superviser et qui vont vérifier que les performances sont bien intéressantes par rapport aux bases de mots-clés que l'on peut récupérer. Ce sont également eux qui sauront s'il est utile de partir sur de l'entraînement d'intention et qui sauront conseiller sur l'arbitrage entre est-ce que l'on part sur du machine learning, qui peut être une boîte noire sur laquelle un travail est important pour arriver à des statistiques et des précisions qui sont intéressantes, ou est-ce qu'on part plutôt sur des bases de mots-clés? La deuxième ressource nécessaire, c'est des ressources de tagging. Donc, c'est des ressources humaines qui vont traiter message par message et qui vont aller annoter ces messages pour dire ce message-là parle bien de sujet, celui-ci non, celui-ci oui, celui-ci non, pour du coup constituer ce jeu de données également. Puis la troisième étape, ce sont des linguistes qui, eux, vont être spécialisés sur l'étude de ces jeux de données et l'enrichissement de ces jeux de données pour constituer les jeux de données qui soient les plus efficaces dans l'objectif d'avoir des entraînements les plus efficaces possibles et du coup des intentions qui aient des performances intéressantes le plus rapidement possible. Voilà, donc rien que sur ces quelques exemples, on vous illustre la dualité entre de l'expertise métier, de l'expertise technologique, et puis ces besoins qui seront peut-être un petit peu hors du scope des métiers classiques, qui sont des expertises liées au machine learning et à l'intelligence artificielle dans un objectif d'optimisation des reconnaissances de saisie via du machine learning. Si l'on rentre plus prosaïquement sur un projet, les 3 grandes phases d'un projet de mise en place chatbot, et que l'on détaille sur chacune de ces phases les expertises qui sont nécessaires à la mise en place d'un chatbot. 3 grandes phases, ce sont des phases classiques de mise en place de projet. Une première phase qui va être une phase de définition et de conception de votre chatbot. Une phase 2 qui va être une phase d'implémentation et de préparation de la mise en ligne. Puis une phase 3 qui est une phase de run sur laquelle on va optimiser au fur et à mesure le fonctionnement du chatbot en fonction de ce que l'on voit et ce que l'on récupère des utilisateurs finaux de votre agent conversationnel. Si on part sur une phase 1, c'est sur la phase 1 sur laquelle vous allez avoir le plus besoin de ressources qui sont différentes et sur lequel, du coup, l'intervention humaine va être la plus importante. Bien évidemment, la première ressource nécessaire, c'est votre chef d'orchestre, c'est votre chef de projet, qui va être capable d'animer, de formaliser, de challenger les idées et d'aller faire appel aux bonnes expertises en fonction des objectifs de votre chatbot. La deuxième ressource, ce sont des ressources, on va plus parler d'expertise, puisque bien évidemment, ces expertises peuvent être réparties sur les mêmes ressources.
des expertises rédactionnelles qui vont permettre du coup de définir le parcours et en fonction des guidelines de l'entreprise, quel est le ton employé, quel est l'objectif du chatbot, et du coup pour s'adapter, pour construire au mieux le premier parcours d'utilisation du chatbot en fonction des guidelines et en fonction de l'objectif du chatbot. Les troisièmes expertises, ce sont bien évidemment les expertises métiers qui, eux, pourront alerter à la fois sur des questions de wording, donc rédactionnelles, mais également apporter tout ce qui va être données historiques, informations sur le process de traitement interne, la gestion des données et quels sont les indicateurs qui sont, eux, utilisés. Par exemple, si je reviens à mon exemple des services innovation qui portent un projet qui traite du SAV, ça va être le SAV qui va dire bah, tel message, nous on le traite comme ça, quels sont les indicateurs que l'on suit. On a une base de 500 messages qui traitent de tel type de sujet et on sait que c'est telle et telle question qui sont les plus récurrentes et qu'on pourra automatiser. Donc c'est vraiment cette expertise-là qui va permettre de guider l'enrichissement du premier périmètre fonctionnel du chatbot. À partir de cette étape-là, on a les data scientists qui, eux, vont pouvoir, sur la base des données qui ont déjà été collectées, analyser les données présentes et essayer de conseiller sur l'arbitrage à faire entre est-ce qu'il est intéressant que l'on se concentre sur de l'entraînement d'intention ou est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant que l'on parte sur des premières bases de mots-clés en fonction de ce qu'on a identifié éventuellement comme pattern ou comme récurrence d'utilisation de mots dans les données collectées, dans un premier temps parce que l'on sait que les jeux de données ne seront pas suffisants pour entraîner des intentions avec des résultats suffisamment intéressants. Les deux expertises qui sont utiles et que l'on a tendance à ne pas anticiper, c'est de l'expertise technique du côté de vos entreprises et des experts présents pour mesurer la faisabilité de l'interconnexion avec des outils utilisés en interne, que ce soit des outils de base de données, de CRM, de relations digitales, etc., qui seront nécessaires à la reprise en main de la conversation et au suivi du bon fonctionnement du chatbot via des outils qui sont déjà utilisés et éprouvés par les équipes en interne. Et le dernier point, que l'on a tendance à ne pas anticiper, mais malheureusement, lorsque le sujet arrive dans la boucle, c'est un peu tard et ça nécessite de remonter un petit peu dans les phases projet pour corriger certaines choses. C'est tout ce qui va être juridique, quel va être le traitement et la gestion des données du chatbot, et comment ces sujets-là vont fitter avec la politique de l'entreprise, notamment au regard de la RGPD. Toutes ces ressources-là sont des ressources idéales, on va dire, ces expertises-là, plus que ressources, sont des expertises idéales pour la mise en place de cette phase 1, donc cette phase de conception de votre chatbot. Lorsque l'on rentre sur les phases d'implémentation et la préparation de mise en ligne, bien évidemment, on a toujours le chef de projet, mais on a un rôle qui commence à arriver, qui peut être porté par une des ressources que l'on a décrites précédemment, qui est ce rôle de chatbot master qui va être en charge du développement et de la mise en place des parcours. Donc c'est cette expertise-là qui va commencer à programmer du coup le parcours qui a été designé lors de la phase 1 et qui va s'occuper de tout ce qui va être optimisation des parcours, reconnaissance des saisies, ce genre de choses. En fonction de la technologie utilisée, l'expertise technique sera plus ou moins importante. Bien évidemment, si on part sur des chatbots qui doivent réagir, par exemple, uniquement sur des intentions ou du machine learning, l'expertise technologique pour appréhender au mieux les problématiques liées au machine learning sera plus importante qu'un chatbot qui est très très guidé, qui ne fait pas de reconnaissance de saisie, sur lequel on souhaite que l'utilisateur ne puisse qu'appuyer sur des boutons, par exemple. Les experts métiers, bien évidemment, sont toujours là. Ils seront peut-être un petit peu en retrait ou alors ils seront présents via les rôles de chef de projet ou de chatbot master, mais ils vont être utilisés pour tout ce qui va être support sur l'implémentation et l'affinage à l'avancement, donc de wording, de parcours, etc., à l'avancement de l'implémentation. En fonction de ce qui a été statué sur la phase 1 et sur la faisabilité d'entraînement d'intention,
les data scientists, les taggers, les linguistes seront présents pour justement mener à bien ces entraînements d'intention spécifiques en fonction des datas qui sont collectées. On est susceptible également, en fonction des possibilités d'interconnexion, des outils qui sont utilisés en interne, comme on le disait tout à l'heure, notamment tout ce qui va être CRM, outils de relations digitales, etc., de faire appel à des développeurs pour développer les modules d'interconnexion entre le chatbot et ces outils utilisés en interne. Puis la dernière ressource, plus qu'expertise, ce sont des ressources de test qui nous serviront lors de cette phase 2 de collecter un maximum d'informations via des testeurs qui, idéalement, n'ont pas été trop impliqués sur le projet, donc qui ont un regard un peu neuf, et qui sont familiers avec la problématique adressée dans le chatbot, pour nous faire des retours et affiner les parcours pour maximiser les chances qu'à la mise en ligne, un maximum de sujets et de biais éventuels soient traités lorsque l'utilisateur sera mis en pâture aux utilisateurs finaux. Une fois que le chatbot est mis en ligne, on rentre dans une phase 3, qui est une phase d'optimisation du fonctionnement du chatbot, donc nécessairement moins de ressources présentes. Une utilisation, toujours, du chatbot master qui va être en charge de l'analyse, du reporting, de l'amélioration continue du chatbot. Et l'amélioration continue peut être adressée de deux façons. Sur l'enrichissement des parcours, bien évidemment, on voit qu'on a 3-4 problématiques qui ne sont pas encore adressées sur le chatbot. Donc, on va enrichir le périmètre fonctionnel du chatbot. Et également améliorer les reconnaissances de saisie en fonction de tous les messages qui n'ont pas été compris par le chatbot et du coup qui nécessitent des actions au périmètre pour optimiser ces reconnaissances de saisie. En parallèle de ça, on a les ressources de data scientists qui, eux, vont pouvoir traiter toutes les données qui sont collectées sur le chatbot, toutes les saisies qui sont collectées, pour commencer à entraîner de nouveaux modèles de détection d'intention et éventuellement, si le choix avait été fait au départ, de partir sur des reconnaissances de mots-clés. Au fur et à mesure de l'utilisation du chatbot, on va collecter de plus en plus de données et d'expressions utilisées par les utilisateurs finaux du chatbot autour des thématiques et commencer à entraîner du coup des modèles de détection d'intention et s'affranchir peu à peu d'un modèle de reconnaissance de mots-clés pour partir sur des détections d'intention entraînées via du machine learning qui auront des performances plus intéressantes que les bases de mots-clés utilisées jusqu'à là. Le dernier point, c'est tagger / expert métier, puisqu'on aime bien que les experts métiers interviennent aussi sur ces phases de tagging, c'est justement commencer à annoter ces jeux de données, donc tout ce qui va être donné d'utilisation du chatbot réel pour du coup annoter en fonction des thématiques qui sont abordées par les utilisateurs et créer ces jeux de données qui pourront remonter aux data scientists pour faire des entraînements d'intention. Et bien évidemment, les experts métiers ont également une deuxième casquette dans une logique d'amélioration continue, c'est de pouvoir être challengé en fonction des enrichissements des parcours par le chatbot master sur de nouveaux parcours, sur de nouveaux wordings, afin que ça colle au mieux avec la façon dont il gère la relation avec les utilisateurs finaux, si eux sont en première ligne avec les utilisateurs finaux. Si l'on revient du coup sur le machine learning, vous avez vu qu'il intervient un petit peu au milieu des 3 phases. Ce qu'il faut garder en tête, et ça du coup c'est notre philosophie Likebot, c'est que sans données suffisantes, se concentrer dès le démarrage sur du machine learning, c'est contre-productif. Vous risquez de perdre du temps, d'utiliser des ressources qui sont très coûteuses puisque très expertes. Data scientist, c'est cher et ça pèse beaucoup dans la mise en place d'un premier projet en tout cas. Et vous risquez de dégrader l'expérience utilisateur, puisque des entraînements qui sont faits avec des jeux de données trop faibles, sur des intentions potentiellement trop spécifiques. On parlait tout à l'heure de l'exemple de la perte de carte bleue, hein, c'est un vrai exemple. C'était un besoin qui nous avait été remonté par un client sur une problématique de perte de carte bleue à l'étranger. Vous risquez d'avoir des performances qui sont trop faibles et du coup de dégrader l'expérience utilisateur dès la mise en ligne. Donc, nous, ce que l'on conseille, c'est de faire un choix pragmatique en fonction des données qui sont suffisantes. Si vous avez des données, un jeu de données qui est suffisant, du coup, de lancer ces entraînements d'intention
dès les phases 1 et phase 2, du coup, d'implémentation et de préparation à la mise en ligne. Et puis, si ces jeux de données ne sont pas suffisants, du coup, de partir sur une base de reconnaissance de mots-clés dans un premier temps, et d'utiliser les données réelles d'implémentation, pardon, les données réelles d'utilisation, donc les saisies que vous remontez depuis le chatbot, lors de la phase 3, en utilisant soit des outils dédiés à ce genre de choses, soit des expertises de data scientists, comme on l'a vu précédemment. En conclusion, votre chatbot doit bien être réfléchi de façon transverse, et ce, dès les premières phases de création de votre chatbot. Ça vous permettra de gagner du temps, d'apporter dès la mise en ligne le service le plus adapté en utilisant les expertises et les retours d'expérience auxquels vous pouvez faire appel dans votre entreprise ou dans vos équipes. Et bien évidemment, au plus on sollicite tôt les équipes sur des projets d'automatisation qui rentreront dans leur process de traitement day-to-day, au mieux on lève les éventuelles réserves ou défiances en interne autour de ce nouveau projet d'automatisation. Outre les expertises métiers, la technique reste clé sur 2 leviers principaux. D'une, pour s'assurer que le chatbot s'intègre au mieux dans le panorama technologique utilisé par votre entreprise, que ce soit sur des solutions de CRM ou des solutions de relations digitales. Et sur un autre sujet, pour qu'il puisse évoluer efficacement grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning. Donc, bien évidemment, toutes ces listes de ressources et d'expertise, c'est un monde idéal. Ces listes sont adaptables en fonction de la taille du projet, du scope de votre projet et bien évidemment du budget et du temps que vous pouvez y allouer. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, Pascal, bonjour. Alors, comment estimer la taille minimale des jeux de données? C'est un sujet qui est extrêmement complexe et ça dépend véritablement des problématiques. C'est pour cela qu'on disait tout à l'heure que dès la phase 1, faire appel à une expertise de data scientist, même uniquement sur un sujet de conseil ou en tout cas de regard sur vos datasets, ça peut être très très utile. On a, en fonction de la complexité des intentions qui peuvent être entraînées sur des premières bases de 100 ou 200 données qui sont entrantes et avoir des résultats qui sont intéressants, jusqu'à des intentions qui sont extrêmement spécifiques et qui nécessitent 5 à 6 000 données, 5 à 6 000 données taguées. Si je vous donne un exemple, l'exemple dont on parlait pendant le webinaire tout à l'heure, la problématique de la perte de carte bleue, c'était un sujet qui était remonté par un de nos clients bancaires qui souhaitait adresser plus précisément le sujet des pertes de carte bleue à l'étranger via une détection d'intention, et l'estimation qui avait été faite de data scientists au regard également des sujets qui sont traités par ailleurs dans le chatbot, pour éviter qu'on ait des problématiques de routing dans le chatbot, c'était qu'il nous fallait 4500 données qui traitaient du sujet pour avoir des performances qui étaient meilleures que la base de mots-clés que l'on utilisait jusqu'à présent. Bonjour Corentin à 14h03. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le chatbot, du coup, le webinar est disponible en replay. Le prochain webinar va rentrer également dans le vif du sujet, puisqu'il va répondre à la question très simple de combien coûte réellement un chatbot, qui est une question qui est récurrente chez beaucoup de nos clients et nos prospects, du coup, pour vous donner des ordres de grandeur de quel budget anticiper lorsque vous voulez lancer un projet de chatbot, notamment en fonction du périmètre que vous souhaitez adresser.
Merci à tous, puis à très bientôt. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez plus de questions. Bonne journée.